Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! Et donc moi du coup pourquoi je t'ai invité aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est intéressant, pas forcément obligatoire mais intéressant. C'est un moment d'aller à Buenos Aires pour voir comment ça se passe le tango là-bas. Et Mathias justement lui quand on a parlé de toi, donc Mathias c'est le premier invité que j'ai eu, il me disait faudrait que tu invites Gabriela parce qu'elle elle a vécu une super belle période à Buenos Aires. Oui. Et il m'a dit si tu veux en apprendre plus sur ça, invite-la. Ouais. Moi j'ai commencé à danser le tango, c'était l'année 2001. Moi, j'avais 18 ans. Je n'avais jamais dansé avant. J'étais plutôt dans la littérature, je faisais autres sortes de choses. Et en fait, j'ai découvert le tango comme ça. En fait, c'était mon père qui a commencé à danser le tango après la mort de mon grand-père. Je ne sais pas, mon grand-père, c'était pas un tanguero, mais comme tous les hommes de cette génération-là, c'était quelqu'un qui chantait un peu le tango, que le tango faisait partie de sa vie, quoi, mais c'était pas vraiment un tanguero, ni un milonguero, ni rien. Mais bon, quand il était décédé, mon père il décide de commencer à danser le tango pour se rapprocher d'une certaine manière à son père, à la mémoire de son père. Et c'était très sympa parce qu'en fait, moi, je faisais ma vie et tout d'un coup, mon père, j'habitais avec lui à ce moment-là et il a commencé à sortir tous les soirs, à rentrer très tard et il dansait tout seul dans les living, dans les salons, comme ça, il apprenait ses petits pas et moi je le regardais, je me disais qu'est-ce qui lui arrive mais moi je ne m'avais jamais imaginé de danser le tango et c'était un jour en fait j'étais très mauvaise humeur, ouais. J'ai 18 ans là. La crise d'ado. Oui, voilà, absolument. Un de ces jours où on déteste l'humanité. Et il y a mon père qui me dit pourquoi tu ne viens pas au cours de tango? Je me dis mais qu'est-ce que j'ai à faire dans un cours de toute manière, c'est un jour foutu pour toi. Alors, ça sert à rien si tu fais quelque chose pour penser à autre chose. Et c'était là que je l'accompagnais à son cours de tango. Il y avait toute cette partie de debout, d'exercice, de changement d'appui d'un côté et de l'autre. Moi, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Je regrettais. Et jusqu'au moment où, c'était à le moment où il y avait deux femmes qui faisaient les cours ensemble, ils se mettent dans l'abrazo, ils se mettent à marcher. Et là, je me suis dit, waouh! Là, je flippais absolument. Ça t'a impressionné? Oui, absolument. C'était vraiment, je veux ça. C'était immédiat. Il a mobilisé quelque chose en moi très profonde. Et c'était là que je commençais. Et comme toi, tu racontes, et comme à tellement de gens, ça l'arrive, j'ai pris la fièvre du tango. C'est vrai que je me mis à prendre des cours tous les jours, à sortir danser dès que je commençais à danser un peu, à sortir danser tous les soirs. Et je tombais sur les côtés traditionnels de la milonga. Disons, à cette époque-là, il n'y avait pas trop de jeunes dans le tango. Et moi, j'ai appris à danser dans une milonga qui s'appelle El Beso. Et je crois que Mathias en parle d'ailleurs de cette... Oui, parce qu'on s'est connus là-bas et c'était un peu notre... Votre père? Oui, on passait beaucoup de temps là-bas, c'était très fort pour nous cet endroit. Moi, je prenais des cours là-bas. Et je sortais, c'était de mes premières milongas. C'était un peu chez moi, là. Okay. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, cet endroit? En fait, c'était un milonga traditionnel. Et à cette époque-là, on était très peu de jeunes. À cette milonga-là, il y avait Mathias, il y avait Eladia, il y avait Oski, et je pense que ça, c'est tout. On était 4-5 jeunes, pas plus. Et il y avait en majorité des vieux milongueros. Et entre lesquels, un peu la particularité qu'on avait là, à cette milonga-là, mais ce n'était pas la seule, c'était une époque où il y avait encore les grands danseurs de tango. Les grands milongueros
Ce que faisait que dans une soirée, tu avais dans un même endroit Gavito, Tete, Pupi, Osvaldo Soto, pour nommer des très connus, et entre eux, plein qui ne sont pas connus, qui ne sont peut-être pas les noms, que si je dis les noms, les gens ne vont pas connaître, mais des excellents danseurs. Carlos Gavito, lui, il est quand même assez connu, non? Ah oui, oui. Tout ce que je te nommais sont des références, des grandes références. Tete Rusconi, énorme danseur, énorme milonguero. Et bueno, Soto, évidemment, plus connu. Il y a aussi le mentor aussi de Chicho. J'ai un trou, là, j'essaie de me rappeler, mais je ne me rappelle plus. Le mentor de Naveira. Ouais, Gustavo Naveira. Gustavo Naveira, c'est vraiment un autre circuit, c'est une autre génération. Je te parle des gens qui est plus âgés. La majorité sont déjà décédés à ce moment-là. En tant que Gustavo Naveira, il doit être moins de 60 ans, ou environ 60 ans. Non, pas du tout. D'accord. C'est une autre génération et surtout c'est notre tango. Parce que Naveira, c'est un peu, avec Chicho et Salas, sont les créateurs, ceux qui ont commencé avec toute l'investigation de ceux qu'on appelait les tango nuevos. Que maintenant c'est un peu démodé déjà de dire ça, non? C'est les vieux tango nuevos, si on veut. Mais non, je te parle en fait des vrais vieux milongueros qui dansaient d'une autre manière et avec qui j'ai eu la chance de me former, en fait. Moi, comme je te racontais, j'avais 18 ans, j'ai commencé à prendre des cours. L'horloge. Okay. C'était ton père, ton partenaire? Le premier cours que tu as fait? Oui, non, on changeait en fait parce qu'il était déjà intermédiaire. Moi, j'ai commencé par débutant. Mais après, c'était une étape sympa parce qu'on sortait ensemble à la milonga. De temps en temps, on dansait un peu ensemble. On n'était pas partenaires, mais Et en tout cas, vous allez ensemble en milonga. On allait ensemble à la milonga, on partageait des choses complètement différentes. Ça vient changer la relation entre nous aussi, c'était sympa. Ça rapproche? Oui, beaucoup. Et ça change aussi parce qu'à cette époque, en plus, moi, mes 18 ans, disons, après un peu la rébeldie de l'adolescence, on commence à devenir un peu plus grande et c'est aussi un bel moment pour établir une autre relation avec la famille, non? C'est vrai. De manière différente, une autre approche. Mais en tout cas, à la milonga là... El beso? El beso, mais je dis el beso, c'était chez moi, hein, mais après, je faisais tous les circuits de milonga, Salon Canin, La Nacional, Porteño Bailarín... j'avais un milonga chaque jour, basiquement. Mais c'était des milongas où on trouvait tous ces gens-là. D'accord. Et c'était vraiment des gens, quelques-uns plus professionnalisés que des autres, disons Gavito, évidemment Soto. Il y avait des gens qui avaient un parcours professionnel et qui étaient connus déjà mondialement, parce que bon, ils faisaient des tournées, ils enseignaient ou ils dansaient dans des spectacles. Mais il y avait autant de sortes de danseurs, de milongueros, comme on appelle, excellents, qui n'étaient pas du tout connus. Mais c'était une époque où vraiment, ces gens, tous, ils avaient vécu avec les tangos. Tous, en étant jeunes, et tous ont passé par l'époque dorée du tango. Ça veut dire que quand ils sortaient danser, ils choisissaient, aujourd'hui c'est vendredi, il y a Pugliese qui joue dans cette club ici, il y a Troilo qui joue dans cette autre-là. Ça veut dire qu'il ouvrait les magasins pour voir où sortir danser cette soirée. Il faudrait choisir, chacun était plus fan d'un orchestre de l'autre, mais on parle d'une époque où vraiment tous les jours, c'était la fête. C'était une époque où la même soirée, il y avait tous les grands orchestres qui jouaient. Ils sont tous décédés, c'est... La grande majorité. C'est quoi les orchestres? C'était Pugliese, Troilo, Osvaldo? Los cuatro grandes, les quatre grands du tango, Di Sarli, Pugliese, Troilo et D'Arienzo. D'accord. Ça, c'est les 4 dieux. C'est ce que me disait Claudio dans le précédent podcast. Ouais, c'est un peu... Après, je pense que personne ne discute pas ça. Oui. On peut discuter pourquoi il y a des autres qui ne rentrent pas dans la catégorie 1. Moi, je pense que... Bon, c'est une autre discussion. Mais celles qui sont de la B, si on veut. Ouais. On peut dire les 4 grandes. Et après, il y a les 12e étages, si tu veux, où on a évidemment
D'Agostino, Tanturi, il y en a plein de milongas, non? Et D'accord. tel comme tu as des autres qui sont moins intéressants. Mais en tout cas, tout ça, entre les années 45 et 55, pardon, c'était vraiment l'époque d'or de tango, où tout cet orchestre était là, où le tango c'était vraiment la fête populaire, et vraiment où c'était quelque chose où les gens sortaient danser, c'était la sortie. Et c'était la sortie peut-être où il y avait toute la famille. Il y avait la tante, le père, la mère ou les jeunes. Et tout cette vieux milonguero, que c'était des vieux milongueros comme moi je les ai connus, en fait, eux, ils savaient en danser toute cette époque-là. Et c'était des gens qui avaient dans son tango une naturalité. On sentait quand on dansait avec eux, qui avait une naturalité, qui dansent tel comme ils marchent, qui dansent tel comme on respire, comme ils parlent. Des gens qui avaient une profondeur et quelque chose de très spécial à transmettre à travers leur danse et la situation de partage. Il avait aussi tout un univers. La milonga, c'était vraiment un univers particulier et lié à certaines codifications que c'était vraiment très intéressant. Quelle codification? Toujours KBCO et Mirada, ce genre de ce type de... Oui, bien sûr. Mais je précise juste parce que dans les précédents podcasts, parfois on me disait des gens qui écoutent le podcast mais qui ne connaissent pas le tango. Et donc qu'est-ce que la KBCO et la Mirada? Ok. Basiquement, ça s'agit d'une idée, d'une façon d'inviter à danser où déjà, je trouve que la femme, elle est très libre. C'est controversial, c'est ce que je veux dire, mais, parce qu'il y a des gens qui pensent le contraire. Mais à mon avis, tel que moi je l'ai vécu, on regarde la personne avec laquelle on a envie de danser. C'est-à-dire qu'il y a un peu l'initiation de la femme de regarder la personne avec qui elle veut danser. Et après, traditionnellement, à l'époque, c'était l'homme qui invitait. On va parler d'erreurs très traditionnelles. En tout cas, dans cette milonga-là de que je te parle, c'était très rare de deux hommes ou deux filles dansant ensemble. Mais en tout cas, dans l'erreur traditionnelle, c'était la fille qui regardait et l'homme qui faisait un petit geste avec sa tête pour inviter à danser. Et la fille qui disait oui ou non, ou bien l'homme essayait d'inviter sans avoir cette première regard d'abord, mais la fille, elle pouvait bien regarder vers son autre endroit en faisant un peu, je t'ai pas vu, qui a une manière discrète de dire non. Plus aussi respectueuse aussi, je trouve, peut-être. Dans le sens où, moi, en fait, au début, je comprenais pas trop ce principe de KBCO et Mirada. Je me suis dit qu'en fait, si on invite, c'est quand même plus simple d'aller voir la personne, lui proposer directement. Mais en fait, si la femme n'a pas envie de danser avec toi, au moins, ça lui permet en fait d'éviter de te dire non en face et de créer une gêne. C'est exactement ça. Et moi, par exemple, les vieux milongueros, parce que moi, j'ai eu la chance, je dansais avec eux, mais j'ai devenu très proche avec eux aussi. Et avec pas avec tous évidemment, mais avec beaucoup d'entre eux, ou quelques-uns, j'ai eu un lien, on a devenu des copains. Comme avec Gavito? Oui, avec Gavito, avec Tete, j'étais très proche avec ces deux particulièrement. Et ça veut dire que, parce que à moi ça m'intéressait beaucoup ce qu'ils savaient à me dire, de parler avec eux, je trouvais une richesse énorme dans son vie dédiée au tango et de quelqu'un qui avait connu toute cette époque fantastique de tango. C'est impressionnant. Et aussi, le tango me donnait la possibilité de me trouver, ça je trouvais génial vraiment, de me trouver avec des gens avec qui je n'aurais jamais croisé les chemins d'une autre manière. Ça veut dire que c'était un lieu où on trouvait des différentes classes sociales, différentes approches culturelles, des gens qui normalement, parce que nous, normalement, on est un peu dans une petite boule, surtout où on se fait. retrouve avec les gens qui sont un peu parus que nous. Qui est très pareil. Et là, on se retrouvait vraiment avec des gens, tu vois, tu te trouvais à danser avec quelqu'un qui... Des fois, on ne se demandait pas qu'est-ce que faisait l'autre personne. Et des fois,
une année après de danser avec cette personne, on demandait, je me rappelle une fois qu'il y a quelqu'un qui me dit, en fait, moi, je suis policier. Non, tout le contraire. Il y avait entre ces milongueros, il y avait des gens qui avaient vécu la prison. Tu vois, et c'est une expérience que normalement, on ne trouve pas. Et clair, là, c'était vraiment une expérience d'être mélangé dans une espèce de haute dimension. On arrête la vie quotidienne, on arrête tout pour se retrouver dans cet espace, à nouveau, avec certaines codifications. Alors, pour reprendre cette histoire de la codification, cette vieux milonguero, quand il y avait quelque chose de très intéressant, quand moi je commençais à danser un peu mieux, quand je commençais à apprendre un peu... Tu penses qu'après combien de temps tu commençais à danser mieux? En fait, c'est difficile à dire. Comme je te disais, j'ai eu trop de chance. J'étais jeune, il n'y avait pas trop de jeunes, c'est ce qui a fait que je me suis fait inviter très rapidement pour des très bons danseurs qui m'ont fait apprendre énormément. C'est ce qui a accéléré mon processus d'apprentissage énormément. C'est ce que justement disait aussi Louisa dans le podcast aussi, qu'elle a eu la chance de très rapidement se faire inviter par des maestros, et qu'en fait elle a dit que ça a fait une accélération gigantesque dans l'apprentissage. Ça change tout. Après un an de danse, je dansais avec les meilleurs danseurs du monde. Et donc t'avais des grandes facilités. Oui. Moi, je sens que j'avais des facilités, j'ai appris assez rapidement, mais bon, dès que je commençais à danser avec ces gens-là, évidemment, les choses sont pris une autre dimension. Et... Ça va, ton père, il était pas trop jaloux? Non, il était fier. Ah oui. Il était fier, en fait. Mais pour exemple, il avait dans la milonga à cette époque-là une sorte de jeux silencieux, comme des castes. Disons, les débutants dansent avec les débutants, les intermédiaires avec les intermédiaires, les pros avec les pros, plus ou moins. Et quand une fille comme moi dansait avec des grands, moi je me rappelle une fois où je sortis danser avec un mec qui dansait pas très bien. D'accord. C'était ton pote? C'était ton copain? Ouais, c'était un copain. Je sortis danser avec lui. Et 2 minutes après, j'ai un milonguero qui vient s'asseoir à côté de moi. Il me dit, ça se fait pas. Comment? Tu danses beaucoup mieux que lui. Si toi tu danses avec moi, tu danses pas avec lui. C'est particulier. Tu es dans la catégorie A, ouais. Tu danses pas avec catégorie B parce que sinon, tu nous descends tous. Et quelque chose comme ça. Et tu trouvais ça normal? Disons qu'à un moment, je comprenais que c'était cohérent dans sa cosmovision. C'était des gens qui... C'était un monde particulier. C'était un monde particulier. C'était ou c'est... Je sens que c'était. C'est ok, il y a une évolution. Je sens qu'il y a une évolution. Déjà, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont décédé. Je trouve qu'il y a des gens qui essayent de maintenir les codes, qui font des milongas avec des codes que moi, je trouve ridicules. Un peu macho? Un peu macho, mais surtout hors contexte. Je veux dire, c'est différent. Quelqu'un qui a vécu une histoire et qui prend cette code macho et tout comme tu veux, oui, c'est vrai, mais il a un sens dans cette vie. Et c'est un code qui vient, qui est enraçant, qui est logique. Même si on n'est pas qui justifie en certaine manière. Oui, ça vient avec le contexte, ça vient avec l'histoire. Mais on ne peut pas prendre cette code-là, écrire les règles et essayer de les ramener, par exemple, en Europe. Ou même aujourd'hui à Buenos Aires. Parce que ces gens-là, comme je te disais, la majorité, elle est morte. Donc il y a forcément une évolution qui suit ensuite. Exactement. Et après, la société, elle évolue aussi. Il y a tout qui est un peu différent. Moi, je venais d'un monde complètement différent, mais moi, je jouais le jeu. Je rentrais dans la milonga, la milonga traditionnelle, et moi, je jouais le jeu. Et je m'habillais comme c'était différemment. Et pour rapport à cette histoire de cabeceo, par exemple. Les milongueros, ils m'ont toujours tout de suite expliqué. Si quelqu'un vient te demander si tu veux danser,
à la table, tu dis non. Mais comment ça? Ouais. Parce qu'ils sont en train de forcer ta main. Hmm. Pourquoi? Parce que l'autre, il sait que si tu lui dis non, il y a tout le monde qui l'a vu venir chez toi, que tu dis non, et c'est fort quand même. C'est dur, C'est dur, et tout le monde voit ça. Et alors, la personne qui vient t'inviter, quand cette codification fonctionnait dans une majorité, dans tout le monde faisait les KBCO, quelqu'un qui venait faire ça était en train de te forcer un peu à danser avec lui pour pas pas sentir que tu es en train de le faire mal en lui disant non. Alors les milonguiers disaient non, ça se fait pas. Parce que toi, s'il veut danser avec toi, il fait le KBCO. Si tu veux, tu vas lui dire oui. Et si tu veux pas, tu dis non. T'es d'accord avec ça, toi? Tu comprenais ça À l'époque, je sentais que ça marchait très bien. Et vraiment, c'était très libre pour moi. Et en plus, comme je disais, je me sentais plus libre en plus parce que je pouvais commencer l'invitation en regardant la personne que je voulais danser. À nouveau, c'est pas que je crois que maintenant, il faut revenir à l'histoire de KBCO. Si ça marche bien, super. Je trouve que c'est un élément très intéressant. Mais je trouve aussi que maintenant, je me trouve... la milonga, c'était aussi disposé d'une manière différente. Il y avait des tables, tout le monde se voyait. C'était facile à faire les KBCO. Tout était calé. Mais maintenant, on se trouve dans des endroits différents, beaucoup plus informels, où les gens sont nécessairement pas assises, qui circulent, où c'est techniquement difficile de faire un KBCO. Déjà pour commencer. Et après, les choses ont changé. On est entre jeunes, on se connaît. Il y a un copain qui vient m'inviter danser, je ne vais pas lui dire non. C'est tout à fait normal. Parce que les vieux milongueros ont décidé qu'il ne fallait pas. Ouais, je veux dire, cette milonga-là n'existe plus. Je sens qu'il y a quand même quelques milongas à Buenos Aires qui essayent de maintenir ça, mais je sens qu'ils essayent de maintenir ça à force de faire impression. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça non plus. Maintenant, la moitié des gens sont décédés et on est plus de jeunes. Il y a beaucoup de étrangers qui viennent. C'est qu'on est complètement mélangés. C'est exactement, ça tout a changé. Si ces codes-là ont changé, est-ce que du coup il y a moins de respect maintenant? Je ne crois pas que ça soit moins de respect. Je sens que déjà, il faut faire un peu la différence. On parle de Buenos Aires ou on parle de tout le reste du monde. Parce que dans tout le reste du monde, les gens, normalement, n'ont pas appris les KBCO. Alors, ce n'est pas un manque de respect. Après, c'est un manque de respect quand quelqu'un vient t'inviter, tu dis non, et la personne, au lieu de dire « Ah bon, merci », insiste. Mais pourquoi? Ça, je l'ai trouvé beaucoup de fois. Hein. Ah ouais. Non, merci. Mais pourquoi? Vas-y, on y danse. Non. Tu te rapproches, tu m'invites à danser, il y a 2 réponses possibles, et oui ou non. C'est tout. Mais quand c'est refusé, je pense qu'il y a une forme on sent c'est l'ego ici qui prend. Oui, bien sûr. Mais bon, en même temps, il avait qu'à aussi faire peut-être qu'il avait fait un délai plus doucement et te regarder. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est ça. Sinon, il y a un jeu qui n'est pas juste. Pour pas blesser ton ego, je dois danser avec toi même si je n'ai pas envie. C'est quoi ces conneries? Ouais, voilà. Dans ce sens-là, je sens qu'il marchait bien l'histoire de KBCO. Mais bon, c'est pas transposable. C'est un peu ça ce que je pense. Est-ce qu'il y a d'autres codes aussi qui viennent à l'idée? Bon, par exemple, à l'époque, on respectait beaucoup l'histoire du tandas. Tu sortais danser avec quelqu'un, tu dansais un tanda et tu revenais t'asseoir. Ça ne se faisait pas de rester dans les côtés pour continuer à danser avec la même personne. Donc faire 2 tandas d'affilée? Ouais, non, pas du tout. Donc 8 tangos? Ouais, non. Pour les gens qui nous écoutent, du coup une tanda c'est 3 ou 4 tangos. Ouais. Il y a une cortina, donc c'est la musique de transition. Et on refait ensuite une tanda, mais avec une nouvelle personne. Ouais. Et si on l'a fait 2 fois avec la même personne, il y a un sens derrière? Et pour le milonguero, il faisait un peu dire que tu étais en train de draguer avec cette personne, ou soit que tu étais clairement ensemble avec cette personne-là. Mais il ne s'aimait pas trop, pas pour l'histoire de drague ou pas draguer et tout ça, mais surtout parce qu'il y avait un sens qu'il faut que la milonga, les choses circulent. Et quand tu tiens avec un partenaire, bon, tu danses pas avec les autres, quoi. Bien sûr. Et les vieux, ils ne s'aimaient pas du tout ça. Pas du tout. Pour l'exemple, c'est ça qui me vient en tête.
Oui. Je sais pas, je pense qu'il y a évidemment qu'il doit avoir des autres choses. En tout cas, c'est ça, oui, c'est ça qui, en tout cas, qui te vient en tête naturellement. Ouais. Surtout ce principe-là, du coup, de Mirada et aussi de Tanda. Ouais. D'accord. Ce que je te disais, non, aussi de niveau, de pas danser avec n'importe qui. Ouais. Et donc, tu disais, dans les années 40-50, c'était une danse sociale. Ouais. Est-ce que c'est toujours une danse sociale ? Pas de la même manière. Parce que moi, de mon impression, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même une danse très élitiste. Je sais pas si je l'appellerais élitiste. Je sens que le tango, à différence des autres danses, il faut être engagé. Parce qu'il a un début compliqué. En fait, je pense que c'est pas forcément élitiste, c'est plutôt en fait dans l'ambiance générale, où par exemple, quand je rentre dans certaines milongas, je me sens un peu stressé ou oppressé, ou je sais pas, il y a une ambiance assez palpable, on va dire, de tension. Ce que je ressens, je sais pas si toi tu l'as déjà ressenti. Oui, bien sûr. Et par rapport aux personnes, en fait, c'est dans ce sens-là que je sens une sorte d'élitisme, plutôt. Pas forcément par rapport au pas, mais c'est peut-être dans une ambiance assez exigeante. C'est pas, je pense que c'est pas le terme élitiste qu'il faudrait employer. Ouais, je pense qu'on revient là à cette histoire que moi je te racontais pour rapport aux milongueros et les castes de tango. D'accord. Et je trouve qu'il y a un côté un peu grave dans l'ambiance du tango. Et des fois, il y a un peu trop de gens qui se prennent un peu la tête. Il y a un peu ça c'est vrai. Disons que tu rentres, par exemple, dans une soirée de swing et tout le monde est en train de sourire et l'ambiance, elle est plus light. C'est vrai. C'est ça. Mais la musique, elle est plus light. Et pas pour dire que c'est moins bien. Bien sûr, oui, oui. Simplement, c'est plus joyeux. C'est un autre esprit. Et, mais l'autre chose que je pense qui arrive au tango, c'est qu'on partage beaucoup dans une danse. Quand on décide de danser avec quelqu'un, il y a trop en jeu, il y a beaucoup d'intimité, il y a une proximité dans l'abrazo qui est énorme et que je pense qu'on n'a pas envie de partager ça avec n'importe qui. Et des fois, ça peut se lire comme une question d'élitiste. Je ne veux pas danser avec un débutant, ou je ne veux pas danser avec cette personne-là. Mais moi, je trouve que c'est une question de liberté. Et que quand on se trouve dans une danse où on a un bras ou deux bras, 1 mètre entre un et l'autre, on peut être beaucoup plus flexible avec qui on partage. Parce qu'on est en train de partager beaucoup moins. Mais quand ça s'agit d'un truc où il y a l'intimité, on ne peut pas se forcer à partager. Et je pense que ça devient un truc un peu naturel. Mieux on danse, on devient plus sensible. On devient plus exigeante. C'est normal, je pense que ça arrive dans toutes les disciplines aussi. Mais je pense que ça fait que des fois, il y a les gens qui dansent un peu moins, qui ont envie de danser avec ceux qui dansent un peu mieux. Bien sûr. Et ceux qui dansent un peu mieux, qui n'ont pas du tout envie de danser avec ceux qui dansent moins bien. Et ça peut créer un peu de tension. Et ça peut créer peut-être cette sensation de... on fait la tête, non ? On se prend pour quelque chose. Et je pense que ça dépend de cas. Il y a des cas où c'est vraiment ça, c'est une question d'approche. Et il y a des fois où, bon, on est en train de faire un choix avec qui on partage tellement. C'est vrai que je comprends maintenant, puisqu'en fait, on partage un moment qui est une forme d'intimité, quand même. Ouais. On n'a pas toujours, tous les jours, la possibilité d'avoir une étreinte avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et d'être aussi proche. Ça n'arrive pas tous les jours, sauf pour les gens qui font des danses de couple. Et même, je pense, dans les danses de couple, je ne sais pas si je me trompe, mais si tu vois les danses de salon, il y a un espèce d'abrazo, mais en fait, on s'éloigne. La tête, le corps, il est pas assez près un de l'autre comme dans les tangos. Je pense que le tango, c'est la seule danse où on est tellement près tout le temps. Et si on sort danser et on danse 4 tangos de suite, c'est 15 minutes de rester tellement proche d'une personne. Et surtout, je pense que c'est une danse, c'est aussi ce qui m'intéresse de tango aussi, et que c'est assez intense. La musique, elle a une densité, une profondeur, que si on s'engage à cette musique-là, on peut partager un moment très intime, très profond,
que c'est normal de choisir avec qui les partager. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et surtout qu'en plus, le tango, c'est une musique chargée d'histoire. Et c'est vrai qu'en fait, c'est très poétique. C'est parfois même des poèmes, il y a beaucoup de métaphores, c'est très beau. Oui. C'est de la très belle musique. Et c'est vrai qu'en fait, quand on commence à comprendre les paroles, je pense qu'il y a une approche qui est totalement différente. Ouais. Après, il y a de tout dans le tango, hein, mais il y a des belles tangos avec une poésie énorme. Après, il y a des tangos où la poésie, c'est pas génial. Mais oui, quand on danse un tango qui a une signification énorme au niveau des paroles, bon, c'est vrai que quand on loupe ce sens-là, on loupe quelque chose. Mais bon, ça c'est un problème en Europe en général. Et tu trouvais que tu as commencé à Buenos Aires le tango. À quel âge t'es partie de l'Argentine de manière générale? Ça fait 12 ans, j'avais 27 ans. 27 ans, donc t'as fait 10 ans de tango à fond à Buenos Aires. Ouais. Et donc pendant ces 10 années, en fait, c'est là où tu t'es professionnalisée? Oui. En fait, après, j'ai commencé à voyager en Europe. Pour ton travail? Oui, pour mon travail et pour donner des cours et tout, des shows. Mais après, depuis que j'habite en Europe, je reviens tous les ans à Buenos Aires quand même. Je passe 2 mois au minimum. T'as croisé des femmes comme Geraldine Rojas, Mariana Montes? Bien sûr. Mariana Montes, beaucoup moins, parce que quand je pense que Mariana, elle habitait plus à Buenos Aires quand je commençais la danse. Elle était déjà... Bon, je pense qu'elle voyageait partout. Je ne sais pas où elle avait été, en fait. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais je la croisais rarement. Je la croisais dans l'époque où tout le monde est à Buenos Aires, entre décembre et mars. Mais Géraldine, oui, bien sûr. Je me rappelle... C'est quelqu'un de magnétique, Géraldine. J'ai regardé une vidéo d'elle. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Et moi, je me rappelle, parce que je l'ai croisée beaucoup dans les milongas que moi je fréquentais, et je me rappelle encore la sensation de regarder une piste de danse plein, blindé, et des fois je ne savais pas que Géraldine était là, et tout d'un coup je voyais quelqu'un qui brillait, que moi je ne pouvais pas décoller mes yeux d'elle, et c'était toujours Géraldine. C'est fou, quoi. Je me rappelle du temps de passer, même dans un grand milonga comme la Viruta, que c'est un grand espace, de la suivre partout, de regarder, magnétiser. Oui, bien sûr. Et aussi Sepulveda aussi, la partenaire de Chicho. Juana, moi, je partageais moins avec elle parce que je pense que, en fait, Juana était plus dans les milongas des jeunes. Moi, je fais beaucoup, pour dans tout un temps, je fais que la milonga des vieux, on va le mettre comme ça. D'accord. Et c'était après que je commençais à me mélanger avec les jeunes et à réapprendre beaucoup de choses pour pouvoir danser avec tout le monde. Et après, j'ai resté dans les milongas qui me ressemblaient les plus intéressants, que c'était les milongas où on trouvait les deux choses, où il y avait le vieux et le jeune, très bon danseur. Il y a eu quelques années magiques là, où on avait cette connexion. Cette connexion, oui. Et qu'est-ce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu cherchais des milongas, parce qu'il y en a certains, ils veulent être des milongas où il n'y a que des jeunes, Ouais. ou que des vieux. Entre parenthèses évidemment, mais pourquoi tu recherchais toi des milongas où il y avait les deux ambiances? Il y a tout ce qu'on veut, en fait. Moi, comme je t'ai raconté, j'ai commencé avec les vieux. Alors, j'ai commencé à danser un tango très milonguero. Il y a un certain moment... C'est quoi un tango, juste pardon, très milonguero? Bon, un tango, en fait, très proche, où on partage l'axe. Il y a un partage de l'axe. D'accord. Entre autres choses. Et quelques années après, c'était le boom du tango nuevo. Et c'était là qu'il y a un grand numéro de jeunes qui ont rentré au tango grâce au tango nuevo. Et ils savaient un peu ces milongas, ces practicas, qui c'était complètement différent de la milonga traditionnelle que moi je fréquentais. Et moi, je n'étais pas du tout dedans. Je me rappelle un jour, je passais par une de ces pratiques-là. Je me suis dit, ici, je ne peux pas danser. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas danser parce que moi, je dansais dans un style où on partageait l'axe, où on était dans un abrazo très proche. Ça, c'était le tango nuevo, c'était tout abrazo abierto, ouvert, beaucoup de mouvements, beaucoup de chorégraphies, colgadas, volcadas, ganchos. Et moi, je me suis dit, ça, je ne peux pas le faire.
Et c'était là, en fait, que je me suis dit, il faut que je réapprends tout. L'horloge à nouveau. C'est hyper intéressant parce que là, du coup, tu as appris aussi. Est-ce que tu es d'accord avec ce concept-là de trouver aussi son indépendance dans la danse en tant que femme? Oui, absolument. C'est quelque chose que Louisa disait dans le podcast que j'ai fait avec elle. C'est Et essentiel. c'est essentiel parce que justement, donc, en fait, quand toi, tu as pris le tango, vous partagez l'axe. Et Oui, on après, partageait l'axe. De toute manière, il y avait une autre manière de liberté dans ce fonctionnement de tango, si on veut. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, un jour, je me suis dit, je tombais sur la milonga de jeunes, je me suis dit, je ne peux pas danser. Et je me suis dit, il faut que... Moi, je me suis dit, je veux danser avec tout le monde qui danse bien. Et là, c'était là que l'histoire de style... ça m'intéresse plus. Et ta première réaction, du coup, quand tu t'es rendu compte qu'il y avait ce type de tango-là qui existait, t'as réagi comment? T'as fait un rejet en disant ils savent pas danser, c'est les vieux qui savent? Ou t'as... Non, pas du tout. Moi, je voyais et je comprenais qu'il y avait des gens qui dansaient très bien, il y avait des gens qui dansaient très mal, comme dans tous les styles, en fait. Bien sûr. Et moi, j'aime la danse, je suis attirée pour la danse. Et même si je venais de partager avec les vieux milongueros qui avaient une mentalité assez fermée, si on veut, et que quelques-uns venaient à dire ça c'est pas le tango, mais il faut pas se tromper parce qu'il y avait des vieux milongueros très intelligents avec une mentalité très ouverte qui comprenaient très bien qu'il y avait des gens avec un style complètement nouveau qui dansaient de manière excellente. Tu penses à qui dans Vieux Milonguero très ouvert? Est-ce que des Gavito, des Tétés, ils étaient très ouverts à ça? Écoute, Gavito et Tete, tous les deux, ils regardaient Chicho en disant c'est un grand danseur. Parce que Chicho, c'est lui un des premiers, peut-être un de ceux qui ont lancé ce type de tango, ou il y en a d'autres avant? Ouais, Oui. bien sûr. Oui, ce qui vient changer le jeu du tango, c'est la triade Chicho, Gustavo Naveira, Fabián Salas. D'accord. C'est les trois qui vont un peu Casser le game. commencer à investiguer, à faire des choses complètement différentes. Et Chicho, en plus, c'était quelqu'un de provocateur. Ça veut dire que dans une milonga traditionnelle où tout le monde venait habillé d'une certaine manière, lui, il tombait avec des t-shirts, des Spider-Man, avec un autre style différent et tout. Évidemment, il y avait une réaction, il y avait des gens qui disaient « ça, c'est pas le tango ». Mais les très bons danseurs... Ils étaient obligés de constater que c'était un... Mais c'était un excellent danseur. Après, j'aime pas cet style. Ça, c'est une autre discussion. On va pas dire ça, c'est un tango. Moi, je me rappelle Tété en me demandant de pratiquer pour apprendre les colgadas. Et les colgadas, c'est un pas nouveau? Ça n'existait pas? Ça n'a pas toujours existé? Pas comme ça. D'accord. Pas comme ça. Colgada, je pense pas. Après, la volcada, oui, ça, on avait ça. Mais la colgada, c'était un élément nouveau. En tout cas. Parce qu'il y a colgada et volcada. Ouais. Et ça, c'est lié? C'est une façon de sortir de l'axe différent. Quand on fait un volcada, on revient sur un axe commun vers l'intérieur. En tant que la colgada, on sort vers l'extérieur. D'accord. Je voulais te demander aussi, qu'est-ce qui font en fait que ces filles, comme on disait Géraldine Roras ou d'autres, qu'est-ce qui font que c'est des incroyables danseuses? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a... Dans le cas de Géraldine, je pense à Ariadna aussi, par exemple. C'est des filles qui ont une lumière particulière. C'est des anges. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose de spécial. Une sorte de don, tu dirais? Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait ça. Après, qu'est-ce que fait un danseur, un très bon danseur, une danseuse, une très bonne danseuse? Je pense qu'il y a plein de choses qui vont se mélanger. Je pense qu'il y a un domaine technique, évidemment. Je pense qu'il y a une oreille musicale énorme aussi. Je pense qu'il y a une sensibilité. Et il y a aussi un artiste qui s'exprime dans la danse. Comment ça et comment... Il n'y a pas de recette. Oui, bien sûr. Les gens sont tous différents. Mais je pense qu'il y a ces éléments... Ils sont là, on joue en tout cas. Et oui, bien sûr, et quand ils sont là, on les remarque direct. Et il y a quelque chose de magnétique en fait, comme tu disais, donc c'est quelque chose d'unique qu'ils ont, qui leur appartient et qui font que c'est eux et pas d'autres. Ouais. Et c'est clair, quand j'ai vu une vidéo de Géraldine Roras, j'ai littéralement halluciné, quoi.
D'habitude, je regardais des vidéos pour voir les mecs, comment ils dansaient. Et après, je commençais à regarder des vidéos juste pour elles, tellement je trouvais ça Ah ouais. passionnant, en fait, quoi. Ouais. Toi, du coup, quand t'as commencé, Ouais. tu te voyais être danseuse? Tu savais ce Pas que du tu voulais tout. faire quand t'étais en pleine crise d'ado? Pas du tout. Pas du tout. Oui, j'étais attirée par la littérature. Pas du tout la danse, j'avais jamais dansé. Non, c'était un découverte complet. D'accord. Et donc, une fois que t'es parti de Buenos Aires, donc t'es parti où? T'es allé où? Le premier endroit où j'ai habité en Europe, c'était Paris. J'ai vécu à Paris 2 ans et demi. Et après, je passais à Berlin, après Barcelone, et maintenant à Paris à nouveau. T'en as fait J'ai fait le tour. du voyage? Oui. Et chaque endroit en Europe, on danse différemment ou... Oui. Oui. Je pense qu'il y a... Mais c'est difficile à dire. Je ne pourrais pas l'expliquer. Mais je pense qu'on trouve un peu la culture de chaque pays, qui ont un peu la personnalité, je ne trouve pas les mots, c'est idiosincrasia en espagnol. Oui, quelque chose de culturel qu'on trouve, oui, des mentalités, des façons à être qu'on trouve dans la danse. D'accord. Moi, on me disait que Berlin, c'était un peu la capitale du tango en Europe. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas tant que ça? C'est une grande capitale de tango. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de mouvements, c'est très actif. Après, je ne dirais pas que ce soit particulièrement les Allemands qui partagent un sentiment de tango. C'est pas, je trouve pas les mots, c'est pas qu'ils partagent pas les sentiments de tango, c'est pas, je veux pas dire ça, je veux pas offendre aucun Allemand, pas du tout. Non, mais je pense qu'il y a certaines personnalités dans les pays où on trouve plus facilement un esprit de tango, un esprit de l'abrazo et un esprit de partage que c'est assez particulier. Et je ne sais pas si ça c'est le cas des Allemands. Disons, pour les Allemands, ce n'est pas tout à fait évident les contacts, de se mettre ensemble. Peut-être un rapport plus... prude, plus timide ou... Oui, ils sont en distance sociale dans leur vie. Ils ne sont pas des gens qui vont se toucher, qui ont une corporalité tactile dans sa vie quotidienne. Et ça joue dans les moments de danser de tango. Évidemment, ça doit être ça qui les attire. Mais je veux dire, en même temps, Berlin, c'est une capitale absolument cosmopolite. Alors quand on parle de Berlin, on ne parle pas nécessairement uniquement des Allemands. Mais moi, je trouve que les Italiens nous ressemblent beaucoup plus. Et je trouvais, en dansant avec des Russes qui sont en passion, qui nous ressemble beaucoup, quelque chose qui est naturel avec eux. Et les Turcs aussi sont quelque chose comme ça. C'est vrai qu'ils sont... Ouais, je vois beaucoup de vidéos de Turcs justement qui font du tango. Ça a l'air d'être très développé. Oui, c'est très développé. Moi, je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai dansé avec beaucoup de Turcs. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans leur corps qu'on comprend qu'il y a des similarités culturelles, des similitudes, je ne sais pas, dans les rapports au corps. Ouais, c'est spécial. En tout cas, c'est drôle que donc chaque pays, c'est la même danse, mais pourtant, dans chaque pays, on trouve qu'il y a une différence quand même plus ou moins importante on danse tel comme on est. Hein. C'est vrai. Alors, finalement, c'est normal que ça se voit un peu. Oui, bien sûr. L'histoire culturelle. Et en France je trouve qu'en France, ça se développe plus et plus. Je trouve que France, c'est... Les Français, ils sont un mélange entre latin et nordique. Et ça se trouve aussi dans la danse. Ils ne sont pas tout à fait latins, ils ne sont pas tout à fait nordiques. Ouais, je trouve ça. Des fois, je pense que ça a évolué quand je suis venue à Paris il y a 12 ans. Et maintenant, je trouve que la scène est bien différente. En bien? Oui. Je trouve que la scène est plus sympa, mais aussi qu'il y a un meilleur niveau de danse. Et je trouve qu'il commence à s'investir à la corporalité de l'abrazo. Avant, je trouvais qu'il y avait une difficulté, qu'il y avait une forme qui était là dans l'abrazo, mais qui n'y avait pas un vrai partage.
D'accord. Et Il y ça, avait un certain retenu, une certaine timidité, un certain je te touche mais je ne veux pas te toucher, qui parlait dans les corps. C'est d'être aussi, je sais pas quel adjectif mettre, est-ce que c'est drôle, intéressant, mais pour quelqu'un, donc ça vient de ta culture, le tango, parfois ça peut être déroutant, donc que d'autres cultures s'approprient cette danse. Qu'on la fasse Non. évoluer, non? Non. Je trouve que si on n'évoluait pas, si le tango il n'aurait pas voyagé, Il serait il toujours... serait toujours, en fait, il serait mort. Parce qu'il y a même une époque à Buenos Aires où c'était proscrit, le tango, c'était interdit. Et il y a eu toute une génération, en fait, la génération de mes parents, qui s'est mis au rock, qui s'est éloigné du tango. Et si jamais le tango il n'aurait pas voyagé et il n'aurait pas devenu toute une grande histoire en Europe, on l'aurait perdu presque, probablement. Alors non, je crois pas. D'accord. Et moi aussi, je pense en évolution, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est aussi le tango, on appelle ça tango queer. C'est-à-dire que deux femmes dansent ensemble ou deux hommes dansent ensemble. C'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, non? Je ne suis pas une experte. En fait, ça a toujours existé. Même comme moi, ça fait 20 ans, 20 et quelques ans que je danse. Et il avait toujours à Buenos Aires des milongas queer. Ça existait. Ça existait. Mais c'était beaucoup moins courant. C'était un espace très réduit et où il y avait vraiment des queers qui participaient. Et je pense que c'est un mouvement qui grandissent partout. Et je trouve que c'est tout à fait normal et que c'est très bien. Du coup, je trouve que c'est simplement qu'on arrive à visualiser dans le tango aussi quelque chose qui se développe culturellement hors de tango, non? C'est clair. Alors, ouais, c'est super. Et même la liberté qui avant, c'était pas tout à fait simple. Et que maintenant, c'est tout à fait courant qu'il y a deux filles qui dansent ensemble, deux mecs qui dansent ensemble, les changements de rôle et tout, dans les milongas partout, et c'est pas un geste disruptif, mais que ça fait partie complètement naturalisée. Ça, je trouve que c'est génial. Est-ce que tu te rappelles, donc tu me disais que tu avais beaucoup échangé avec Gavito et des grands, tu te rappelles de choses qui t'ont partagé, qui t'ont marqué? Des choses qui vous ont voulu te transmettre? Et tu t'es dit ça, je l'ai jamais oublié, ça me suit encore. J'ai une très belle anecdote. Ça se faisait déjà un moment que moi je dansais. Et un jour, il y a la milonga qui est finie. Il y a Tete qui vient me dire bon, je veux prendre un café avec toi. Et je veux parler avec toi. Bon, bah si, on y va. Alors, on discute un peu. Il y a un moment, il me regarde, fixe aux yeux, et il me dit bon, quand est-ce que tu vas apprendre que toi tu es une danseuse? Parce que nous, on le sait, mais toi, tu le sais pas. C'était un très beau compliment. Ouais, évidemment, ça m'a beaucoup changé et ça m'a fait de bien. Parce que tu avais une validation J'avais une validation, et surtout qu'il avait raison. Moi, je ne savais pas que j'étais une danseuse. Et là, je l'ai dit, je me rappelle, je lui ai dit, mais parce qu'il m'a dit, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu montres qui tu es dans ta danse. Et là, je lui ai dit, mais je ne sais pas. Et là, il était tellement généreux. Il m'a dit, bon, on va danser ensemble, on va pratiquer. Il ne pratiquait pas, hein, tu vois. Ouais. Il sortait danser dans la milonga. Mais il m'a dit, non, on va se retrouver dans l'après-midi, on va pratiquer. Et en fait, on dansait. Et lui, la seule chose qu'il me disait, c'est danse. Lâche-toi, oublie tout. Ouais. Et après, de Gavito, il était quelqu'un qui sortait des phrases énormes, non? Il y a toujours un qui, moi, je me rappelle, je trouve qu'il est très représentatif de sa danse, mais aussi de quelque chose qui m'a impressionné. Il disait, quand tu fais un pas, tu fais un pas. Tu fais un changement d'appui, c'est un pas. Il n'y a pas plus que ça. Mais le tango, c'est ce qu'on trouve
entre un pas et l'autre. C'est ce qui passe, ce qui arrive entre un pas et l'autre. C'est les entre où on va trouver le tango. Pas dans le changement d'appui tel qu'il est. Hein? Pas dans les... tac, on change d'appui. Voilà, c'est un changement d'appui, c'est un pas. Il n'y a pas plus que ça. C'est entre une chose et l'autre qu'on va trouver le tango. C'est intéressant, ouais. Ouais, c'est très intéressant. Toi, est-ce que après cette validation que tu as eu des milongueros, t'as eu des moments de doute aussi dans ton tango? Des moments où tu doutais de toi? Oui, ouais. Tout le temps. Tout le temps? Oui. Je pense que la danse... Bon, après, moi, je suis quelqu'un de très exigeante, alors ça m'arrive continuellement. Je me mets en doute tout le temps, je me mets en question tout le temps, et je trouve que c'est bien, c'est ça qui nous permet de ne pas s'ankyloser, de continuer à apprendre, de continuer à... Moi, je trouve intéressant de continuer à prendre des cours. Après mes 20 ans de danse, je continue à prendre des cours, à voir qu'est-ce que les autres ont à dire, des approches différentes. Et oui, moi, je me mets en question tout le temps. Ouais. Sans doute. Je ne sais pas, sinon, je pense que si on pense qu'on est arrivé... on n'évolue plus. Ça y est. Et maintenant, quoi? On s'ennuie. Ben, c'est vrai. Il faut toujours se remettre en question et avancer. Ouais, c'est ça. J'avais vu aussi, j'ai noté, donc en faisant des recherches sur toi, le terme gyrotonique. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? La gyrotonique, c'est une discipline qu'on appelle le yoga des danseurs. Okay. Oui, moi je suis prof diplômée en gyrotonique aussi. C'est une recherche corporelle intéressante. Le créateur, c'était un danseur qui en se blessant, il ne pouvait plus danser. Et il a créé cette discipline où il mélange des concepts de danse, nettement de la danse contemporaine, de Graham, de Arch and Curl, avec des patrons de respiration, avec des mouvements qui sont liés au yoga et avec des mouvements qui sont aussi liés à la natation. D'accord. Et au tai chi. Et ça se pratique avec une machine telle que la machine à pilates, mais c'est une machine beaucoup plus complexe. Okay. Et c'est une discipline qui travaille beaucoup dans toutes les spirales. Alors je trouve que c'est une recherche de mouvements conscients qui va très bien avec du tango en fait. C'est très bien. J'ai vu 2 danseurs, danseuses qui aussi disaient qu'en fait elles pratiquaient aussi cette chose-là. Oui, parce que c'est une discipline très intéressante. C'est une manière de travailler le corps à conscience. Et très intéressant. Ça t'a aidé toi du coup dans le tango? Oui, je trouve qu'il y a plein de choses qui m'ont aidé. En ce moment, j'ai commencé un peu à danser des contemporaines, à faire des yoga. Je trouve que toutes les disciplines qui vont nous former dans le corps, dans la conscience, la sens-perception du corps, ils vont toujours nous aider. Développer une conscience corporelle plus importante? Oui, évidemment. Est-ce que tu aurais aussi des conseils pour progresser? Des conseils pour progresser. Je pense qu'il faut entendre du tango, écouter du tango, se familiariser avec la musique. Je pense qu'il faut beaucoup pratiquer. Mais aussi, je pense qu'il faut prendre des cours où on trouve... Comment le dire où on trouve que ce qu'on apprend, c'est quelque chose qui va nous permettre de danser avec tout le monde. Ça veut dire que où la technique soit en service de la danse et où l'apprentissage soit un peu libre, dans le sens de... Je ne crois pas trop, en fait, c'est pas que je ne crois pas trop, mais dans mon expérience, je ne suis pas trop fan d'apprendre un style, disons. Si on apprend un style, après on est carré dans cet style. Et après quoi? Des répétitions, des copies. C'est ce qui est normal parce qu'on apprend. On apprend et peut-être on a des gens à qui on admire et qui on veut danser comme. Mais aussi on a des profs qui enseignent à danser comme eux ils dansent. Et je trouve que c'est plus intéressant d'enseigner quelque chose qui permet aux gens de se libérer, qui permet aux gens de trouver un peu sa manière, dans les structures de tango évidemment, c'est pas une question de... Mais en laissant la place pour la personnalité.
C'est quelque chose que tu essaies de transmettre, toi, pendant tes cours? J'essaie d'enseigner une technique qui libère, oui, c'est ça que oui, c'est nettement dans ma recherche. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui te fatiguent dans le tango? Ouais, des fois, il y a l'histoire sociale, cette tension de laquelle tu parlais quand on arrive au milongas, un truc un peu, en pédanterie. Des fois, je trouve ça Ce n'est fatigant. pas nécessaire? Ce n'est pas nécessaire, non. Des fois, il y a un peu une frivolité excessive dans l'ambiance qui me fatigue. Ouais. Parce que même en étant, comme tu le dis, en fait, c'est intéressant parce que toi, tu es une très bonne danseuse et pour autant, tu n'es pas en accord avec ces valeurs-là, justement, de pédanterie, comme tu dis, que c'est pas parce que tu as un certain niveau qu'à un moment, en fait, bah, tu dois intégrer, comme on parlait au début, de caste, où, en fait, maintenant, tu deviens un peu snob ou ce genre de choses. Ouais. C'est intéressant. Ouais, je pense qu'on peut choisir de danser avec qui on veut danser, pas se forcer à danser avec ceux qui on n'a pas envie de danser, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire la gueule et pas parler avec des autres gens, par exemple. Alors, on pourrait être un peu plus libre, un peu plus déstressé au niveau, et avec une ambiance un peu plus amicale peut-être. Bien sûr. Tu trouvais que cette chose-là que tu évoques, est-ce que tu la sentais beaucoup à Buenos Aires ou c'est quelque chose d'européen ou... Il y a partout, ça existe partout. D'accord. Ça existe partout. Ok. Après, il y a des milongas qui vont plus dans ce sens-là et des autres milongas qui sont un peu plus relâchés. Ouais, c'est ça. Ça dépend plus de l'énergie de l'organisateur aussi et de... Je sais pas. Ça en tout, ouais. Moi qui veux beaucoup progresser en tango et qui est même passionné par ça, d'où le fait que je fasse le podcast. Est-ce que tu me conseillerais, moi, par exemple, de partir à Buenos Aires pour voir comment ça se passe et de pratiquer là-bas? C'est quelque chose d'intéressant dans un parcours? Oui, sans doute. Sans doute. Je pense qu'on danse nulle part dans le monde, on danse comme à Buenos Aires. Encore, ça continue à être la Mecque du tango et ça vaut le coup d'aller connaître et s'imprégner un peu de la culture là-bas. Je pense que c'est ce que je recherche. Ouais. Déjà, je me suis dit là, c'est l'expression que j'utilise souvent, c'est je fume le plancher parisien. Donc je vais tout le temps milonga, je danse. Et je pense qu'à un moment, je me dirais, bon, bah, maintenant, une fois que j'aurai le niveau, je pense qu'il faut avoir un certain niveau, je pense, pour vraiment profiter de l'expérience de Buenos Aires. Oui, je pense. Il n'y a pas besoin de... Pour l'instant, je pense que j'ai largement ce qu'il faut à Paris pour travailler. Donc, oui, mais je pense que c'est une expérience à faire. Très intéressant. Ok. Est-ce que si on veut te contacter, on veut en apprendre plus sur toi, qu'est-ce que... Oui, je suis dans mon Facebook, Instagram. comme Gabriela Fernandez. Oui. J'ai aussi d'Instagram, mais j'ai un nom un peu bizarre, Gabs Fernandez. Mais je le mettrai en... Oui, tu peux le mettre, comme ça les gens peuvent me contacter. Et oui, je suis à Paris, je donne des cours. Tu as aussi une milonga le vendredi, non? Je fais un cours plus practica. D'accord. Qui s'appelle la conviviale, le vendredi soir. D'accord, c'est à quelle heure? Les cours, c'est à 20h et la pratique, c'est de 21h à 23h. Ok, c'est des cours tout niveau? C'est des cours tout niveau et on essaye d'avoir un espace vraiment ouvert où les gens vraiment viennent pratiquer. Il y a vraiment un échange assez libre. Et oui, c'est un espace assez relâché pour pouvoir pratiquer. Ouais. Ok, et si on s'intéresse au tango, est-ce que tu as des choses que tu nous conseilles d'aller voir, de regarder, écouter? Ouf, ça c'est... Je pense qu'il faut entendre de la musique, de la bonne musique. On revient à les 4 grandes. On les répète? Oui, Pugliese, Di Sarli, Troilo et D'Arienzo. Et entendez quand même chanter Al Polaco Goyeneche, c'est une expérience unique. Il y a aussi des gens maintenant vivants, très bons, qui chantent de tango. Et j'adore Cucuza Castello, il y a le Chino Laborde aussi.
pour nommer quelques-uns. Et après, aller au milongas, regarder la danse vivante. Et après, il y a de très bons danseurs et danseuses à connaître aussi. Mais on les a évoqués. On a évoqué quelques-uns, mais il y a plein. Dans la nouvelle génération aussi, il y a plein de gens qui dansent incroyablement bien. Tu penses à qui? Ouf, tu me mets dans un compromis là. Mais bon, non, je veux dire quelques-uns. Ariadna Naveira, je pense que c'est énorme. Ariadna et Fernando. Moira Castellano, c'est une danseuse géniale, à mon avis. J'aime beaucoup ce que Bruno Tombari et Rocío Lecchio sont en train de faire ensemble. El Peque Barrenuevo, Mariela, Salmon Band. Quelques-uns, je ne sais pas. Après, il y en a plein. Il y en a plein de gens de jeunes qui sont en train de danser et de proposer des choses très, très bien. Ok. Eh ben, en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, merci beaucoup. C'était un plaisir. Ouais, carrément. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt. Oui, merci. Salut. À bientôt. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes, et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. A bientôt, et surtout, dansez bien.